Nous abordons maintenant la planification et l'ordonnancement par les graphiques. Eh bien, une façon simple, mais très efficace et très populaire de planifier, d'organiser et de suivre un projet est l'usage de graphiques pour établir le calendrier des activités. Plusieurs types de graphiques existent. Nous en proposons deux, le graphique de Gantt et le graphique des priorités. Et pour bien comprendre de quoi il s'agit, reprenons l'exemple de la succursale bancaire. Supposons qu'on doit organiser l'implantation d'une succursale bancaire dans une certaine région. Les tâches ou activités, leur durée et les activités préalables ou antérieures, et qu'on va désigner par un code alphabétique pour faciliter l'utilisation, sont présentées dans le tableau suivant. La troisième colonne correspond aux activités préalables, et par là on entend les tâches qui doivent être nécessairement terminées avant qu'on puisse commencer l'activité suivante. Et par exemple, la tâche A n'a aucun prédécesseur, elle peut donc commencer immédiatement. La tâche B n'a pas non plus de prédécesseur, on peut l'exécuter immédiatement. La tâche C a un prédécesseur, qui est la tâche B, de sorte qu'on ne peut lancer l'exécution de la tâche C que si la tâche B est terminée. Pareil pour H, qui a trois prédécesseurs, D, F et G, et que par conséquent, pour entamer H, il faut d'abord finir D, F et G. Les tâches A, B, C, D, E, F, G, H sont respectivement, pour A, le choix de l'emplacement de la succursale, pour B, la sélection du personnel, pour C, la formation du personnel, pour D, la passation de la commande, l'achat et la réception du mobilier, pour E, les campagnes publicitaires en ligne, pour F, l'installation du système téléphonique et des équipements connexes, pour G, l'aménagement des postes de travail, et pour H, l'ouverture et le lancement. Le diagramme de Gantt est un graphique qui consiste à placer les tâches chronologiquement en fonction des contraintes techniques de succession, ce qu'on appelait les contraintes d'antériorité. C'est un calendrier sur lequel on reporte la durée, les liens et les dates de réalisation des tâches. Alors, bien sûr, en pratique, les jours calendaires travaillés et non travaillés sont repérés. Il est très facile à lire et c'est pourquoi il constitue pour les intervenants du projet un document important pour l'exploitation sur le chantier. L'axe horizontal, l'axe des abscisses, représente le temps et l'axe vertical, l'axe des ordonnées, les tâches. Chaque tâche est représentée par un segment de droite dont la longueur est proportionnelle à sa durée. L'origine du segment est calée sur la date de début au plus tôt de l'opération, c'est ce qu'on appelle le jalonnement au plus tôt, et l'extrémité du segment représente la fin de la tâche. Réalisons le diagramme de Gantt pour le projet de la succursale bancaire. Nous sommes donc au mois de juillet 2019. Le premier jour de ce calendrier correspond à un jeudi, c'est le jeudi 8 juillet. On commence par tracer une barre horizontale pour toutes les tâches qui n'ont pas de prédécesseur. Ici les tâches A et B. La tâche A n'a pas de prédécesseur, elle peut donc commencer immédiatement. On construit donc une barre horizontale qui s'étend du premier jour au 7e jour, puisque la tâche A doit durer 7 jours. La tâche B n'a pas non plus de prédécesseur, elle peut commencer immédiatement et dure 4 jours. Donc elle s'étend du premier jour, jeudi 8 juillet 2019, au 4e jour, dimanche 11 juillet 2019. La tâche C a un prédécesseur, qui est la tâche B, et cela veut dire que la tâche C peut commencer immédiatement après la tâche B. On va donc, à partir du 5e jour, donc à partir du lundi 12 juillet 2019, on procède au lancement de la tâche C, n'est-ce pas? C'est le début au plus tôt de cette tâche qui dure 4 jours et donc qui s'étend jusqu'au jeudi suivant. La tâche D a deux prédécesseurs qui sont les tâches A et C et par conséquent la tâche D ne peut commencer que si les tâches A et C sont terminées. Et vu que la tâche C termine après la tâche A, il faut que la tâche D commence au plus tôt le 9e jour du calendrier, donc le vendredi. Et cette tâche dure 5 jours, et donc toute chose égale par ailleurs, elle devrait terminer le mardi suivant, le 13e jour du calendrier. La tâche E a deux prédécesseurs qui sont D et F. La tâche F est précédée de la tâche B, elle peut donc commencer le 5e jour du calendrier et finir le 10e jour, le samedi suivant. La tâche G est aussi précédée par B, elle peut donc commencer le 5e jour, donc le 12 juillet 2019, et dure 4 jours pour terminer le 8e jour du calendrier. La tâche E a deux prédécesseurs
D et F. Or, D finit après F. La tâche E peut donc commencer au plus tôt le 14e jour du calendrier et dure 8 jours, donc finit le 21e jour de ce calendrier. Quant à la tâche H, elle dure 6 jours. Elle a 3 prédécesseurs qui sont D, F et G. Or, la tâche D finit après les tâches F et G. Et par conséquent, la tâche H peut commencer au plus tôt le 14e jour du calendrier. Et elle dure 6 jours et donc termine le 19e jour. Et voici donc réalisé le diagramme Gantt pour notre projet. Et on voudrait pouvoir en tirer des informations utiles. Commençons par la durée du projet. On voit que la durée minimale du projet est de 21 jours. Le produit fini de ce projet ne sera donc pas livré avant le 21e jour. D'accord? On voudrait ensuite porter une attention particulière à ce qu'on appelait précédemment les tâches critiques. Ce sont des tâches qui, subissant un retard dans leur exécution, entraînent une modification de la date finale du projet. Par exemple, si nous retardons la tâche B d'une journée, ce retard se propage. Par exemple, la tâche C sera décalée d'une journée vers la droite, la tâche D sera aussi décalée d'une journée et la tâche E sera décalée d'une journée. On voit alors qu'il y a une répercussion de ce retard sur l'achèvement du projet. On dit alors que la tâche B est critique. Elle n'a pas de marge. Il en est de même pour la tâche C, et aussi pour la tâche D, et aussi pour la tâche E. Les tâches B, C, D et E sont critiques. Leur marge totale égale à 0. Et voyez d'ailleurs comment ces tâches sont jalonnées dans le temps, sans aucun espace de liberté, aucune marge de manœuvre pour ces tâches. On a donc trouvé le chemin critique. C'est le chemin formé par les tâches critiques, et c'est-à-dire le chemin formé par les tâches qui n'ont pas de marge, c'est le chemin B, C, D, E. Qu'en est-il des autres tâches? Si on considère la tâche A, il y a un écart d'une journée entre la fin de la tâche A, lorsqu'elle commence à sa date au plus tôt, et la prochaine tâche critique. Et par conséquent, on peut prolonger la tâche A d'une journée sans effet réel sur la durée du projet. N'est-ce pas? Si la tâche A commence le vendredi au lieu de jeudi, elle dure 7 jours, donc elle prend fin le 8. Son successeur, la tâche D, qui commence au plus tôt le 9, n'est pas affecté par le retard accusé sur la tâche A. Et par conséquent, la date finale ne sera pas non plus affectée. La marge totale de la tâche A égale à 1. On voit aussi que la tâche F a une marge totale de 3 jours. On peut, au lieu de commencer la tâche F le lundi 5, la retarder de 3 jours, la faire commencer le jeudi 8, et elle prendra alors fin le mercredi 13. Or, le successeur de la tâche F, c'est la tâche E, qui doit commencer au plus tôt le mercredi 14. La tâche E n'est donc pas affectée par un retard de 3 jours accusé sur la tâche F. La marge totale de la tâche F est donc de 3 jours. H a une marge de 2 jours. On peut retarder cette tâche de 2 journées sans affecter la date de livraison du produit final. Remarquez que H n'a pas de successeur. Aucune tâche ne vient après H. Et donc ce retard de 2 jours n'affecte pas non plus la finition du projet. Et quelle est la marge totale de la tâche G? Eh bien, G a une marge totale de 7 jours. En effet, H est le successeur de G, et si on retarde G de 7 jours, cela veut dire qu'au lieu de commencer cette tâche le lundi 5, nous pouvons la commencer le lundi 12, or elle dure 4 jours, et donc elle doit finir le jeudi 15. Or si la tâche G finit le jeudi 15, son successeur, qui est la tâche H, peut commencer aussitôt le vendredi 16 pour finir le mercredi 21, puisqu'elle dure 6 jours. Alors ça c'est très intéressant. La marge totale de la tâche G est de 7 jours, mais si nous retardons la tâche G de sa marge totale, donc de 7 jours, on n'affecte pas la finition du projet final. Par contre, la tâche H, qui suit immédiatement la tâche G, n'a plus de marge. Elle doit commencer aussitôt le vendredi 16 et finir le mercredi 21, n'est-ce pas? Et par conséquent, la tâche G a comme consommé la marge de 2 jours dont disposait la tâche H. Dès qu'on a utilisé les 7 jours de liberté de la tâche G, c'est fini, la tâche H n'a plus de marge de manœuvre. Et ceci nous conduit alors à ce qu'on appelait la marge libre. La marge libre de la tâche G n'est pas de 7 jours, c'est sa marge totale, elle est de 5 jours. Autrement dit, si on retarde la tâche G de 5 journées,
cela n'affecte pas la date de début au plus tôt de toutes les tâches qui suivent la tâche G et, en particulier, cela n'affecte pas la date de début de la tâche H. H conserve son espace de liberté de 2 jours. Donc, G a une marge totale de 7 jours et G a une marge libre de 5 jours. Et on peut vérifier que pour toutes les autres tâches, la marge totale coïncide avec la marge libre. Par exemple, pour la tâche A, la marge totale est de 1 jour. On peut voir que la marge libre est aussi de 1 jour. Alors pour les tâches critiques, bien sûr, la marge totale égale à 0, la marge libre égale à 0 et la marge certaine égale à 0. Le graphique de Gantt présente l'avantage d'être très facile à lire. Un autre avantage est sa simplicité de rédaction et le fait qu'il est présenté sous forme visuelle. Les durées des activités ainsi que leur date de début et de fin sont clairement définies. Et la fin du projet est clairement définie sur le diagramme. Cela dit, il présente quelques inconvénients. Par exemple, on ne voit pas l'interdépendance des différentes activités. De plus, dans le cas de gros projets, si le personnel qui gère le dossier a été remplacé, il devient difficile de suivre l'évolution et les interdépendances des activités. Je termine pour dire qu'il faut porter une attention particulière aux tâches présentes sur le chemin critique, ainsi qu'aux ressources qui leur sont affectées pour garantir une fin de projet conforme à l'échéancier. Tenant compte des retards possibles dans le lancement ou l'exécution d'une tâche, le diagramme Gantt sera modifié au fur et à mesure de l'avancement du projet. Donc il faudra le mettre à jour régulièrement. Le chemin critique peut évoluer en fonction de l'avancement, en fonction des retards et en fonction de toute autre modification sur une activité. De sorte qu'un chemin qui n'était pas critique, un chemin qui était presque critique, un chemin qui était sous-critique peut devenir critique et le diagramme de Gantt doit pouvoir capturer ce fait.